comprendre la critique communautarienne, il faut prendre conscience qu'elle questionne le libéralisme dans son fondement, dans ce que les libéraux appellent le fait du pluralisme qui caractérise les sociétés modernes. En effet, pour les libéraux, les sociétés modernes ont ceci de spécifique, c'est qu'elles réunissent, qu'elles comprennent une diversité d'individus et de groupes sociaux qui ne partagent pas des valeurs communes, qui ne s'entendent pas sur une même conception de la vie bonne. Les sociétés modernes sont caractérisées par la pluralité des conceptions du bien, des valeurs en son sein. En fait, on peut constater que le libéralisme voit dans la modernité un effacement progressif du modèle de la communauté qui s'est transformé donc dans ce modèle de la société. On rejoue ainsi sur une distinction classique d'un des pères de la sociologie contemporaine, Ferdinand Tönnies, donc, qui a thématisé cette opposition entre communauté et société. Commençons par essayer de comprendre ce modèle de la communauté, ce modèle traditionnel dont on se serait éloigné progressivement. Ce qui caractérise la communauté, c'est qu'en son sein, l'intégration de l'individu dans le collectif va de soi. On ne se demande pas quelle place on va avoir dans le collectif. On a fondamentalement une place qui est assignée. On appartient à une communauté non pas par choix, mais par fait naturel, en raison de sa naissance. On est dans un endroit, on est dans une communauté spécifique. Donc l'appartenance à la communauté, puisqu'elle est essentiellement déterminée par la naissance, par les liens sociaux, par les liens de sang qui sont les nôtres, est un fait qui est indépendant de notre volonté. On ne choisit pas à quelle communauté on appartient. Et donc, cette appartenance à une communauté définit un certain nombre de caractéristiques qui sont communes aux membres de cette communauté, sur lesquelles dont on ne peut pas disposer, on ne peut pas les remettre en question, on ne peut pas avoir prise. Ça dépend de la langue dans laquelle on a été socialisé, de la famille dans laquelle on est né, de la religion qui était propre à cette famille, de la race parfois, qui ici c'est considéré comme un élément fondateur d'une communauté particulière. En fait, pour comprendre ce modèle de la communauté, peut-être qu'il faut se référer à l'idée du village, d'un village dans lequel tout le monde se connaît, une petite communauté où il y a des interactions sociales fortes, où chacun connaît son voisin, chacun parfois aussi sait ce qui se passe chez son voisin, il y a toujours quelqu'un qui peut raconter à quelqu'un d'autre ce qu'il a vu se passer chez une tierce personne, donc il y a un contrôle social assez important. Dans ce village, en général, on reprend le métier de ses parents, donc le fils du boulanger aura tendance à devenir lui-même boulanger, donc avec une reproduction sociale importante, puisque peut-être le fils du notaire, lui, redeviendra, ou la fille, quoique si nous sommes dans une communauté traditionnelle, les rôles de genre sont également extrêmement marqués, donc le fils du notaire deviendra lui-même notaire, donc chacun, en fait, a une place qui est extrêmement claire dans ces interactions de la communauté. C'est à la fois quelque chose qui permet de se définir, qui permet de donner sens à son existence. Je suis le boulanger qui fait le pain, qui permet à chacun de se nourrir. Et dès lors, je vois l'apport que mon action peut avoir sur la collectivité. Donc il y a une forte cohésion sociale, une forte intégration des individus, avec peut-être aussi une forte solidarité entre les membres de cette communauté lorsque quelqu'un fait face à une difficulté, donc une solidarité, ce qu'on appelle chaude, où l'interaction est directe, ce n'est pas un État qui intervient pour nous préserver, c'est l'interaction avec ses voisins, c'est l'interaction avec ses proches qui est privilégié pour fonder une solidarité et faire face aux difficultés que l'on rencontre. Peut-être d'ailleurs que ce modèle du village peut être complété par son centre, c'est-à-dire l'église. Donc si on est dans nos villages traditionnels, fortement marqués par la religion chrétienne, église auquel tout le monde devait se rendre, tous les dimanches, ou qui était à la fois le moment où la communauté se retrouvait, où sur le parvis de l'église on discutait, mais qui était aussi le moment où les valeurs propres à la communauté étaient rappelées à tous, valeurs qui n'étaient pas fondamentalement questionnées, qui apparaissaient comme une évidence. Et on appartenait donc à sa communauté, quelque part, du berceau jusqu'à sa mort.
Donc, village avec fortement intégré autour de valeurs communes, avec l'Église qui est quasi une force quasi institutionnalisée d'affirmation des valeurs collectives. Importance dès lors de la tradition, donc des valeurs répétées de génération en génération. C'est un modèle qui a fortement volé en éclats dans nos sociétés, mais notamment suite à la mobilité. Mobilité géographique, bien sûr, puisque on est sorti de son village, on a pu aller voir ailleurs. Mobilité linguistique, là je vous ai dit, un des éléments au départ, c'est qu'on appartenait, enfin, on était socialisé dans une langue, on était quelque part des êtres d'une langue particulière. Aujourd'hui, on peut très bien aller faire sa vie dans dans un autre pays, finalement avoir été élevé en français, mais élever ses propres enfants dans une autre langue parce qu'on s'est inséré dans un tissu social, on est passé par exemple à l'anglais et qu'on vit dans un pays anglo-saxon, où on a épousé quelqu'un qui parle une autre langue, donc une forte mobilité à la fois géographique, linguistique, religieuse certainement, puisque on ne peut pas dire qu'aujourd'hui l'appartenance à une religion soit nécessairement déterminante, quoique d'une communauté, justement, le terme n'est pas anodin, d'une communauté à une autre au sein de la Belgique, cela ne se pose pas de la même question. Il y a une force d'intégration religieuse beaucoup plus importante dans certaines communautés religieuses que dans les personnes issues de la tradition catholique, les autres religions présentes dans nos sociétés ont en général encore un ancrage traditionnel plus important. Également une mobilité sociale beaucoup plus importante. Il y a l'université notamment, ça a la volonté de démocratiser l'université, que toutes les classes sociales aient autant que possible accès à l'université et à des professions différentes que celles de ses parents, même si on sait qu'il reste une reproduction sociale importante, ne fût-ce que parce que les enfants s'identifient parfois à leurs parents, ne fût-ce que simplement parce que ça ouvre le champ des possibles. Ils se disent, si mes parents font cela, il est possible que je fasse cela, ou on connaît mieux cela, donc on est plus facilement attiré, on a plus d'opportunités, de chances, et on sera davantage soutenu également par ses parents, ils seront davantage en capacité de nous soutenir lorsque l'on se dirige vers une profession ou des études qu'eux-mêmes connaissent, dans lesquelles ils ont des affinités, que lorsque c'est un monde que la génération de nos parents ne connaissent absolument pas, qu'ils ne connaissent pas les codes, ils ne connaissent pas les habitudes, ils ne savent pas par exemple les contraintes propres à un blocus pour ne pas l'avoir vécu eux-mêmes, et dès lors, effectivement, il reste une inégalité des chances assez importante et des phénomènes de reproduction sociale. Mais quand même, il y a une forte évolution par rapport à ce modèle de la communauté traditionnelle où, si je schématise, de génération en génération, chacun reprenait le rôle, la fonction que pouvaient avoir ses parents dans la communauté. Insistons sur l'importance de cette reproduction sociale. Donc on avait un modèle de la communauté ancré sur une forte cohésion, une forte solidarité, mais également un fort contrôle social, et qui pouvait être extrêmement aussi difficile à vivre pour ceux qui justement ne se retrouvaient pas dans les rôles assignés, qui voulaient sortir du carcan de la communauté, le carcan du rôle traditionnel qui leur était assigné. Pensons à la question d'émancipation des femmes, ne fût-ce que celui-là, puisque dans les modèles des communautés traditionnelles, les rôles sont extrêmement genrés. Et notamment, donc, le rôle spécifique de la femme était en général très complémentaire, très différent du rôle de l'homme, et il n'y avait pas d'interaction possible. Donc, toute la question de l'émancipation de la femme, toute la question de l'accès des femmes au monde du travail, toute la question de l'égalité entre hommes et femmes, est quelque chose qui participe à cette dimension de mobilité, à cette remise en question, à cet effondrement même du modèle de la communauté que l'on a pu vivre dans nos sociétés, mais encore, effondrement assez asymétrique pour les différentes communautés socio-religieuses, voire des personnes issues davantage de l'immigration, où le rôle de la tradition, le rôle de l'appartenance à une communauté peut rester beaucoup plus important que pour les personnes issues de la culture historiquement majoritaire en Belgique, où il y a eu donc un plus fort effondrement et un plus fort affaiblissement du poids de la tradition. Donc cet éclatement des communautés naturelles, d'ailleurs, il ne vient pas par hasard.
il vient en quelque part par la rencontre, puisque la force de la communauté, c'était l'évidence de ces valeurs, c'était le fait que les normes qui les régissaient étaient perçues sous le modèle du fait établi, qui ne se contestait pas. C'était quelque chose qui avait la force de la vérité au sens de la force de l'évidence. C'était des faits qui n'étaient pas questionnables. Or, ces communautés, c'est pour ça que la mobilité est tout sauf anodine, elle est à la fois ce que l'effondrement du modèle de la communauté va rendre possible, mais d'un autre côté, c'est la mobilité qui va précéder, qui va rendre possible cet effondrement. En fait, il y a un jeu de poules et d'œufs et un cercle vicieux, vertueux, comme vous l'apprécierez, qui se met en place entre mobilité et effondrement des communautés. Puisque c'est en quelque sorte lorsque deux communautés se rencontrent, lorsque deux mondes se rencontrent, lorsque deux évidences se rencontrent, qu'elles cessent précisément d'être des évidences. C'est quand on commence à se rendre compte que cela peut être différent ailleurs, que l'évidence d'hier cesse d'en être une aujourd'hui et que le champ des possibles s'ouvre. Donc plus le monde s'est intégré, plus notamment avec la révolution industrielle, il y a eu un déplacement des campagnes vers les villes, plus il y a eu des mélanges de classes, des mélanges de groupes sociaux, plus ce qui paraissait évident a cessé de l'être, et plus on a commencé à se dire que d'autres horizons étaient possibles et que d'autres aspirations étaient possibles également. Et donc, cet éclatement des communautés, suite à la mobilité engendrée par notamment la révolution industrielle, par l'accès à l'éducation aussi, c'est aussi une forme de mobilité importante, puisque l'accès à une éducation permet justement d'avoir une vision plus large, un accès à d'autres positions, à d'autres visions, à d'autres conceptions que celles qui étaient régies dans la communauté qui était la nôtre. Et bien donc, cet effondrement des communautés traditionnelles va questionner justement la possibilité de la cohésion. Si nous ne partageons plus des valeurs, si nous n'avons plus des normes, des conceptions de la vie bonne communes, alors qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui fait cohésion? Qu'est-ce qui fait que nous sommes malgré tout membres d'une même collectivité? Si le vivre ensemble n'est plus régi par des normes et par des valeurs partagées, alors il va falloir refonder le collectif, non plus sur des évidences, mais sur des règles que l'on va se donner les uns aux autres, sur une figure davantage de la reconstruction intersubjective, voire contractuelle, de règles qui s'apparentent à des modalités du vivre ensemble. Ce sera davantage le modèle de la société.